Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À Catherine. Introduction. Le 21 avril 2002 résonne encore dans toutes les mémoires comme un séisme d'amplitude inégalée. Jean-Marie Le Pen, le président du Front National FN, se qualifie pour le second tour des élections présidentielles françaises avec 4 804 713 voix, signant ainsi le hold-up électoral du siècle. 2. C'est la première fois en France qu'un parti d'extrême droite passe avec succès l'épreuve du premier tour d'un scrutin présidentiel. Mais jamais candidat n'a vu sa légitimité si violemment contestée, n'a suscité tant d'indignation et de huée. Incompréhensible, ahurissant, inacceptable, absurde, cauchemardesque, impensable, sont les premiers mots d'une France qui se pince pour s'assurer qu'elle ne rêve pas. Le phénomène Le Pen n'est pourtant pas nouveau. Les scores électoraux de J. Le Pen n'ont cessé d'augmenter, depuis les années 1980 jusqu'à ce fameux dimanche noir, ce qui laisse à penser qu'il s'agit moins d'un séisme que du point culminant et particulièrement visible, d'un phénomène beaucoup plus profond, plus structurel, et auquel les médias dans leur ensemble ne sont pas étrangers. Le paradoxe apparent entre l'illégitimité notoire de J. Le Pen, tel que nombre de ses électeurs n'osent se déclarer ouvertement, et l'importance de ces résultats électoraux, conduit le plus souvent à attribuer une puissance et une habileté extraordinaires au président du Front National. On lui reconnaît ainsi volontiers un charisme exceptionnel, un talent d'orateur remarquable et un pouvoir de persuasion peu commun. Il est toutefois indispensable de souligner que la représentation que l'on se fait de J. Le Pen, comme de toute autre personnalité publique, résulte d'une construction symbolique du personnage qui ne peut être réduite à ses qualités intrinsèques réelles. Le phénomène Le Pen est un phénomène social et non naturel. À ce titre, on ne peut le comprendre sans étudier les représentations sociales dont il est l'objet, car la réalité sociale n'existe pas indépendamment des représentations qui la structurent et lui donnent sens. Au rang des innombrables acteurs qui participent à la construction symbolique des représentations, les médias occupent, semble-t-il, une place fondamentale. Miroir social du monde. 3. Le discours médiatique est le lieu par excellence où se déposent, se structurent et se transmettent les représentations sociales, que lui-même contribue d'ailleurs largement à façonner. Les médias ne transmettent pas ce qui se passe dans la réalité sociale, soulignait Patrick Charodeau, ils imposent ce qu'ils construisent de l'espace public. 4. Ces réflexions amènent à penser que les médias sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans la construction symbolique du personnage de Jean-Marie Le Pen. C'est précisément ce que cet ouvrage se propose d'examiner. S'appuyant sur une analyse critique du discours de presse, il tente de mettre au jour quelques-uns des processus de représentation qui concourent à faire exister le président du Front National en tant qu'effigie politique. Le corpus se compose de 90 articles parus entre le 8 avril et le 6 mai 2002 dans Le Monde, Le Figaro et Libération 5, soit dans une période d'un mois couvrant la campagne officielle de l'élection présidentielle qui a vu J. Le Pen se qualifier pour le second tour. Un tel ouvrage ne peut de toute évidence prétendre épuiser une question si complexe, mais espère apporter une contribution originale, si modeste soit-elle, à l'intelligibilité générale du phénomène Le Pen. Considérant le rôle des médias dans la construction de la réalité sociale, Le Pen sous presse se fonde sur l'hypothèse que le discours des grands médias d'information en France participe, de façon inconsciente et involontaire, au succès du Front National et de son président Jean-Marie Le Pen, et ce en dépit d'une intention exhibée de dénonciation et de marginalisation de ce parti 6. L'idée qui sous-tend cette hypothèse est que la stratégie de diabolisation du Front National mise en œuvre par les médias afin d'en prévenir les dangers, aurait des effets contre-productifs, sinon inverses à ceux recherchés. On pourrait être tenté aujourd'hui, 7 ans plus tard, de classer le traumatisme Le Pen dans les rayonnages de l'histoire ancienne. Cependant, le caractère structurel du phénomène invite à considérer qu'il est intimement lié à une certaine mise en représentation du politique qui ne se limite pas au 21 avril, ni même à Jean-Marie Le Pen. En d'autres termes, il importe de continuer à penser ce phénomène au sens où il est susceptible de se reproduire en d'autres temps, d'autres lieux, d'autres champs. On ne saurait trop insister sur la nécessité pour notre lecteur de ne pas se laisser prendre à un dualisme excessif qui voudrait qu'à une telle critique du discours médiatique corresponde une plaidoirie implicite en faveur d'un parti dont on peut par ailleurs
légitimement se demander s'il a sa place en terre démocratique. Il s'agit au contraire d'une tentative de contribuer à mettre en lumière les mécanismes qui portent au premier plan de la scène politique un parti dont le succès n'est certes pas fonction de la valeur de son projet pour la France, raison pour laquelle le programme du Front National, en tant que tel, ne fait pas partie de notre propos. Dans cet esprit, l'analyse des procédés discursifs s'efforcera autant que possible de renvoyer aux pratiques et aux croyances journalistiques qui les sous-tendent, ceci afin de ne pas limiter le propos à une critique stérile, propice au fatalisme. Tâcher de comprendre le phénomène Le Pen, c'est avant tout refuser de le considérer comme inéluctable, auquel cas il risquerait bientôt d'être admis comme naturel. Le présent ouvrage se dispose en 3 parties successives. La première examinera les différentes explications du séisme qui ont été avancées, en particulier celles qui mettent en cause la responsabilité des médias, et tentera d'en faire voir les limites afin, dans un second temps, d'exposer les réflexions qui ont motivé nos hypothèses de travail et de faire apparaître l'originalité de notre recherche en regard des travaux existants. Elle précisera enfin les fondements méthodologiques de l'approche sociodiscursive que nous avons privilégiée. La seconde partie s'attachera à analyser le traitement discursif de la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle. À travers les questions de la structuration médiatique de l'offre politique, de la représentation des candidats et des électeurs ainsi que des postures énonciatives, elle tâchera de déterminer en quoi et de quelle manière la presse a pu favoriser le succès électoral du FN. L'évolution qui affecte l'écriture de presse au lendemain du traumatisme, c'est-à-dire durant la campagne du second tour, fera l'objet de la 3e partie de cet ouvrage. Il s'agira surtout, dans cette dernière partie, d'examiner les stratégies de dénonciation du FN mises en place par la presse en situation de crise, et de comparer ce traitement à celui qui prévalait avant le premier tour. Le choc du 21 avril a suscité de fait nombre de questionnements à propos du mode de traitement journalistique du FN. Comment caractériser alors les réorientations qui ont affecté l'écriture médiatique post-trauma? Les nouvelles stratégies discursives mises en place dans l'entre-deux-tours évacuent-elles les effets pervers de légitimation du FN? Quelle part de responsabilité peut-on raisonnablement imputer à la conscience journalistique, compte tenu des contraintes propres à la machine médiatique qui l'en sert? Comment enfin envisager le problème de la position du journaliste face à un système de valeurs non partagées? La question étant, faut-il intégrer l'extrême droite au débat démocratique? Les éléments de réponse que nous tâcherons d'apporter à ces questions devraient permettre, même s'ils ne peuvent apporter de réponse définitive, d'offrir des pistes de réflexion aux journalistes soucieux de sa responsabilité dans le traitement d'un sujet aussi délicat que celui du FN et de l'extrême droite en général. Première partie, Le Pen 2002, les responsabilités en question. Un 11 septembre politique, 7. Si l'on devait écrire une histoire des élections présidentielles en France, sans doute faudrait-il réserver une place particulière à celle de 2002. Jamais un scrutin n'aura suscité autant de débats, de polémiques, de traumatismes, de mobilisations, de craintes, de bouleversements, d'interrogations, non seulement en France mais dans toute l'Europe, voire au-delà. Bien plus qu'une élection de tous les records, 8, cet épisode de la vie politique française fut le déclencheur, sinon le révélateur, d'une crise profonde de nos démocraties occidentales, à en croire les innombrables discours et écrits qui ont déferlé sur le sujet depuis ce fameux dimanche noir. 2 mois avant le scrutin du premier tour du printemps 2002, les jeux semblent faits. Au terme d'une quinzaine d'années de cohabitation, on sait déjà que le second tour verra s'affronter le président sortant Jacques Chirac et son ancien Premier ministre socialiste, Lionel Jospin. Les 14 autres candidats apparaissent davantage comme une façon d'animer une campagne que l'issue trop prévisible rend ennuyeuse, plutôt que comme une concurrence réelle aux 2 principaux candidats. À grand renfort de sondages, les médias s'attellent déjà à réaliser des pronostics sur le résultat du second tour, spéculant sur les reports de voix probables des petits candidats sur les 2 favoris. À défaut de suspense, les journalistes français comme étrangers rivalisent de lamentations sur le manque d'intérêt de la campagne, l'absence de débat, l'absence de choix réel malgré la variété et le nombre historique de candidats. On se désole des effets pervers de la cohabitation. Chirac ou Jospin s'échouent vert et vert chou.
On s'attarde alors à des exercices d'élégance comparés des épouses des duellistes, on critique le sourire convenu de l'un, l'austérité de l'autre. On apprécie les avantages et inconvénients de leurs stratégies de communication respectives. On s'amuse des vains efforts des petits pour faire frémir les sondages en leur faveur. On compatit enfin à l'ennui des Français, justifiant l'extrême incertitude qu'on croit lire dans les caprices des sondages et le taux d'abstention que l'on prévoit très élevé. Dans cet esprit, la seule question sérieuse digne d'intéresser les experts et journalistes est celle du nom du troisième homme, dont le score sera déterminant. Après la dégringolade de Jean-Pierre Chevènement dans les sondages, on tient à l'œil François Bayrou qui réalise le mouvement inverse. Mais à la veille du scrutin, les intentions de vote en faveur du candidat du Front National obligent à envisager un Jean-Marie Le Pen en troisième position. On prévoit déjà que cette éventualité constituerait un handicap pour le président-candidat, en termes de report de voix, ce qui laisserait l'avantage à Lionel Jospin. Le soir du 21 avril, jour du scrutin, la mine grave des présentateurs du 20h contraste violemment avec les certitudes lasses qui ont dominé la campagne. Davantage qu'une surprise, un séisme. Aux côtés de Jacques Chirac, ce n'est pas le visage de l'ex-premier ministre que l'on voit apparaître sur le petit écran, mais celui de Jean-Marie Le Pen. Le candidat du Front National a recueilli sous son nom un record de 16,86% des suffrages exprimés, soit 5,5 millions d'électeurs, éliminant Lionel Jospin à quelques 200 000 voix près et se qualifiant du même coup pour le second tour face au président sortant à 19,88%. Le second tour opposera, dans une configuration inédite, la droite et l'extrême droite. Lionel Jospin se retire de la vie politique. La presse neuve du lendemain accumule les qualificatifs pour dire la stupeur et la honte de la France, et place d'emblée l'événement sous le signe de l'irrationnel et du traumatisant, allant jusqu'à parler d'un 11 septembre politique. S'ensuivent 2 semaines de mobilisation intense, apparemment unanime, appelant au sursaut démocratique face à la menace du FN. Alors même que le président sortant souffre d'un vif discrédit, l'instance politique toute confession confondue, à l'exception des extrémistes Bruno Maigret et Arlette Laguiller, appelle à voter Chirac. Les manifestations se succèdent du côté citoyen, rivalisant de slogans plus ou moins virulents. Des forums de discussion voient le jour, une multitude d'associations et des apostrophes. Organisations politiques, sociales, humanitaires, sportives, artistiques, religieuses, professionnelles expriment leur soutien au président sortant et manifestent leur engagement anti-Le Pen, largement relayé par les médias, tandis que les journalistes et experts consacrés s'escriment à expliquer, faudrait-il dire exorciser, l'inexplicable, et à mettre en garde contre les dangers des dérives fascistes. Même la presse internationale s'en mêle, laissant à penser que le monde entier a en cet instant crucial les yeux rivés sur les urnes françaises. Cette mobilisation sans précédent s'assortit de tous côtés de discours plus ou moins alarmistes redoutant, sinon l'apocalypse, du moins le retour du totalitarisme signant la mort de la démocratie. Mais cette fois encore, tout semble joué d'avance et l'on pense déjà aux législatives des 9 et 16 juin. Le ton catastrophiste de cette campagne d'entre-deux tours ne semble paradoxalement laisser aucun doute, excepté peut-être du côté du principal intéressé, sur la victoire de Jacques Chirac. Ce dernier est effectivement réélu à la présidence le 5 mai, réunissant 82,2% des voix. Ce score exceptionnel, ainsi que la diminution du taux d'abstention qui est passé de 28,4% au premier tour à 19,86%, est largement interprété comme un effet positif de la mobilisation de l'entre-deux tours. À la une des journaux, la France pousse un soupir de soulagement. L'orage passé, on salue la victoire de la République incarnée par le triomphe écrasant de Jacques Chirac. Jamais un candidat à la présidentielle n'aura été si bien élu. La menace Le Pen n'est déjà plus qu'un lointain mauvais souvenir, la vie politique et médiatique peut reprendre son rythme de croisière. Le terme de victoire triomphale a cependant l'inconvénient de masquer au moins une réalité, à savoir que malgré l'excès de moyens mis en œuvre dans l'entre-deux tours, près d'un Français sur 5 a apporté sa voix à Jean-Marie Le Pen, et qu'un autre Français sur 5 s'est abstenu de voter, 20% des apostrophes. Abstention reste un taux élevé, comparable à celui de 1995 et nettement supérieur à ceux de 1988, 1981 et 1974, qui s'échelonnent entre 12 et 16%, 10.
Sans même parler des votes blancs ou nuls, dont les journaux affirment qu'ils sont marginaux, cela signifie que 40% de la population française, grosso modo, n'a pas voté contre Le Pen. Cela signifie également que ni les manifestations, ni les injonctions politiques, ni les mises en garde et analyses médiatiques n'ont pu convaincre les électeurs du FN du premier tour de changer d'avis, puisque le candidat du FN, bien qu'il n'ait pas remporté l'élection, a tout de même amélioré son score du 21 avril. Le constat n'est pas négligeable, et mérite d'autant réflexion si l'on considère qu'il ne s'agit pas seulement d'un accident de parcours, mais bien d'un moment de visibilité privilégié d'une constante française qui, au-delà, fait écho à une montée générale des droites extrêmes dans une Europe des démocraties en pleine construction. Pascal Perrino cite notamment le Dansk Folkeparti au Danemark, le Fremskrittspartiet en Norvège ou la liste Pim Fortuyn aux Pays-Bas qui dépasse largement les 10% des suffrages, et surtout le FPE en Autriche qui dépasse même les 20% 11. Le politologue remarque que ces partis ne sont pas assimilables, n'ayant pas les mêmes origines et ne partageant pas le même credo politique. Cependant ils posséderaient, toujours selon P. Perrino, un nombre suffisant de traits communs pour pouvoir être rapprochés. Fonctionnement centralisé sous l'autorité d'un chef charismatique, fréquent recours à la démagogie populiste, thèmes centraux récurrents comme l'ordre et la loi, la dénonciation des élites en place ou le rejet de l'immigration. De ce point de vue, plutôt que de clore le chapitre, il semble urgent de s'interroger sur les causes et au-delà sur l'inefficacité des moyens mis en œuvre pour faire reculer ce phénomène, souvent jugé absurde au sein d'une démocratie républicaine. Bien entendu, le phénomène Le Pen a déjà été largement exploré. Nombre de journalistes, commentateurs ou analystes politiques, sociologues et autres experts ont tenté d'expliquer le succès électoral de Jean-Marie Le Pen. Il semble toutefois que la constance de ces scores élevés se soit banalisée avec le temps, jusqu'à ce que la scission du FN en 1998, due à la dissidence de Bruno Maigret, affaiblisse le parti au point que l'on prédise la mort politique de Le Pen. La surprise du 21 avril n'en est alors que plus grande. Comme pour réparer la crise, les tentatives d'analyse et d'explication déferlent dans les médias les 2 semaines suivantes. Il est utile de faire un tour d'horizon de ces explications, qui peuvent se répartir en plusieurs catégories selon le domaine où elles vont puiser leur cause. Précisons d'emblée que cette recherche de cause s'apparente davantage à une imputation de responsabilité douce, aussi bien du côté de l'instance politique que citoyenne ou médiatique. 1. Des explications à portée limitée. Une rapide exploration des différentes analyses proposées au lendemain du 21 avril 13 permet, en estimant leurs valeurs explicatives respectives, de faire apparaître leurs limites et par là les questions qui ont motivé et cadré notre recherche. Elles seront par ailleurs développées et critiquées de façon plus approfondie dans la seconde partie de cet ouvrage. Du côté de l'instance politique, une crise de la représentation. Les explications immanentes. Un grand nombre de discours journalistiques attribuent le succès du Front National, en premier lieu, à la personnalité de Jean-Marie Le Pen, de façon implicite ou explicite. Les causes de ses prouesses électorales seraient à chercher en lui-même, elles lui seraient immanentes, pour reprendre l'expression de Jacques Le Bohec. Les articles les plus dénonciateurs ne peuvent s'empêcher de lui reconnaître un charisme exceptionnel, un pouvoir de séduction unique, un talent d'orateur hors du commun contrastant avec la langue de bois politique habituelle. Il serait le seul parmi l'agent politique à oser mettre le doigt sur les vrais problèmes, à savoir l'immigration, le chômage et l'insécurité. D'autre part, sa propagande est abondamment critiquée et vue comme responsable des adhésions populaires. On assisterait à une véritable lepénisation des esprits. Le leader du FN serait ainsi le principal acteur de son succès, le maître de son destin politique. Ces explications présentent l'inconvénient majeur d'occulter le poids des autres causes et d'attribuer symétriquement une importance et un pouvoir démesuré, presque surnaturel, à Jean-Marie Le Pen. Cela suppose également de croire en l'efficacité de la communication politique, ce qui relève davantage du mythe que de l'explication rationnelle, tout en masquant curieusement le rôle des conseillers en communication et des autres membres, militants ou sympathisants du FN. Il semble que le parti se résume à la personnalité de Jean-Marie Le Pen, qu'il incarne en condensant en lui toutes ses qualités.
Des explications de ce type constituent au mieux un écran à la compréhension, au pire un hommage, indirect à la grandeur du candidat du FN, justifiant et alimentant l'admiration souvent vouée au président. En outre, elles légitiment les thèses du FN en les présentant comme les vrais problèmes, discréditent du même coup le reste de la classe politique et supposent que le vote FN est un vote d'adhésion à son programme, ce qui est tout sauf certain. 14. La responsabilité des autres candidats. Nombre de journalistes et experts considèrent le score élevé du FN comme un effet indésirable mais prévisible des carences, faiblesses et erreurs stratégiques de l'ensemble du reste de la classe politique, en particulier des deux favoris. La campagne de Chirac, axée sur l'insécurité, un des thèmes de prédilection du FN, aurait atteint son objectif stratégique en déstabilisant un Jospin peu convaincant dans ce domaine, mais aurait conduit les électeurs à préférer l'original à la copie. Ce qui aurait provoqué un croisement des courbes sondagières, ascendante pour Le Pen, descendante pour Jospin. L'ex-premier ministre aurait quant à lui déçu la gauche en accumulant les déclarations et manœuvres maladroites et aurait ainsi poussé ses électeurs à se reporter massivement sur l'extrême droite. Certains affirment même que la gauche aurait volontairement favorisé le FN afin d'affaiblir la droite au premier tour. L'exposé de ces raisons présumées, faisant fi des contraintes qui pèsent sur les hommes politiques, conjoncturelles, juridiques, médiatiques, économiques, politiques, etc., ressemble plutôt à une chasse aux loups destinée à désigner le coupable de l'intrusion de J. Monsieur Le Pen. Il est d'ailleurs possible que ces accusations aient émané d'abord des principaux intéressés eux-mêmes, en vue de se discréditer mutuellement, avant d'être reprises par les médias. C'est dire la valeur scientifique de ces explications. En outre, ces dernières présupposent, notamment, du sens subjectif des votes 15, du mouvement des reports de voix d'un tour à l'autre de l'élection présidentielle, et d'une logique rationnelle présidant à l'évolution des sondages d'intention de vote. Elles fondent en outre de l'insécurité un sujet tabou au prétexte qu'il serait, en quelque sorte, la chasse gardée du FN. Donc content d'avoir élaboré des stratégies politiques douteuses, les deux candidats principaux auraient favorisé voire provoqué l'abstention et le vote de protestation, par l'indifférenciation de leurs programmes respectifs, absence de débat, leur campagne privilégiant l'image au détriment de la discussion d'idées, leurs préoccupations trop éloignées de celles des citoyens, leurs actions démagogiques variant au gré des sondages, leur corruption, les affaires compromettant surtout le président sortant, etc. Ils seraient ainsi seuls responsables de leurs faibles résultats électoraux, et auraient aggravé le discrédit qui pesait déjà sur la classe politique. Toutes ces causes mettent en avant la responsabilité des candidats, faisant de Le Pen le jouet d'instrumentalisation croisée et l'heureux bénéficiaire d'une crise générale de la représentation politique. Elles contredisent ainsi radicalement les explications immanentes, tout en partageant avec elles le présupposé d'un effet fort des actions et de la communication politique. La mécanique électorale. A contrario, l'accent peut être mis sur les caractéristiques de l'offre politique, déconnectées de la volonté et du comportement des acteurs. Les raisonnements qui s'inscrivent dans cette logique se révèlent en fait mécanistes, négligeant aussi bien le rôle des acteurs politiques que le sens des votes. Cet objectivisme déresponsabilise à outrance aussi bien les citoyens que les politiques, et tend à suggérer que les résultats du 21 avril étaient non seulement très prévisibles mais inéluctables. Sont essentiellement mises en cause l'atomisation de l'offre, le grand nombre de candidats entraînerait une forte dispersion des voix, les effets mécaniques du système de scrutin à deux tours à la française et la cohabitation gauche-droite qui provoquerait l'effacement des clivages politiques et l'incapacitation relative de la fonction présidentielle, donc un fort taux d'abstention et de vote protestataire. Inéluctable, la configuration du second tour est de surcroît considérée comme non répétable, puisqu'elle résulterait de la conjonction inédite d'une série de records, ou plutôt de dysfonctionnements du système, nombre de candidats, abstentionnisme, vote blanc et nul, fragmentation de l'offre, extrémisme, score exceptionnellement bas des favoris, etc. Ces analyses mécanistes s'appuient largement sur les courbes déduites de l'évolution des intentions de vote saisies par les sondages, lesquelles courbes sont érigées en facteurs explicatifs scientifiques puisqu'elles semblent obéir à une logique rationnelle autonome indépendante de facteurs subjectifs, c'est-à-dire humains. Du côté de l'instance citoyenne, une crise de la demande.
Lorsque les causes de la catastrophe sont recherchées du côté de l'instance citoyenne, on note deux attitudes possibles, mutuellement exclusives, oscillant entre une hyper-responsabilisation de l'électorat confinant à la culpabilisation et même à la diabolisation, et une hypo-responsabilisation tendant à la justification voire à la victimisation. Ces deux attitudes sont assez comparables à celles qui prévalent face à l'instance politique, et de la même façon, il existe une variante objectiviste de cette explication, qui consiste à nier l'électorat en tant qu'acteur du scrutin. Significativement, concernant l'abstention vue comme la première cause de la qualification de Le Pen 16, les électeurs ne s'étant pas présentés aux urnes sont vus soit comme irresponsables, dépolitisés, manquant à leur devoir de citoyens, soit comme impuissants, déçus et désespérés face au déclin de l'offre politique et au simulacre de choix auquel ils sont réduits. Tandis que cette posture objectiviste permet de parler des ravages de l'abstentionnisme sur l'électorat. L'abstentionnisme devient sujet de l'action, reléguant l'électorat dans la passivité de l'objet. Estimer que l'abstention est responsable pour une large part de la qualification de Le Pen au premier tour semble raisonnable, mais implique pourtant que si les abstentionnistes avaient voté, ils auraient donné leur voix à un des deux favoris, et en tout cas pas à Le Pen, ce qui est moins certain. L'explication se fait donc en quelque sorte par défaut. La présence du FN au second tour serait due davantage à la faible mobilisation des électeurs supposés des deux favoris qu'à un score particulièrement élevé du FN. D'autres analyses, à l'inverse, insistent plutôt sur la poussée lepéniste. L'augmentation remarquable des votes FN, qui doit être largement relativisée, mérite dès lors d'être examinée. On lui attribue généralement deux significations différentes, voire concurrentes, étant donné qu'elles ne cohabitent que rarement au sein d'un même texte, l'adhésion ou la protestation. La lepénisation des esprits, un vote d'adhésion. Selon cette interprétation, les votes exprimés en faveur du FN seraient motivés par une adhésion à son programme politique. Étant donné que le discours de Le Pen est la plupart du temps réduit au triptyque immigration, chômage, insécurité 17, on en déduit facilement qu'il s'agit d'un vote raciste. Que ce racisme relève soit d'une inclination personnelle, ce qui autorise la stigmatisation des électeurs, justifiée par des explications de type psychologique ou pseudo-sociologique se bornant la plupart du temps à dresser des portraits robots d'électeurs lepénistes, soit de l'emprise de la lepénisation des esprits, la propagande frontiste posséderait une force de conviction redoutable dans un contexte d'explosion de l'insécurité et de malaise social. Selon cette dernière thèse, M. Le Pen ferait preuve d'une capacité extraordinaire à se nourrir des peurs et des angoisses des électeurs liés à des changements qu'ils ne comprennent pas. L'ouverture de l'Europe, la mort du capitalisme industriel, la crise de la représentativité. Les citoyens électeurs seraient dans ce cas victimes d'un discours manipulateur, faisant écho à une situation particulièrement difficile à vivre. Mais ce faisant, on présume que les idées de Le Pen sont fondées. On suppose par exemple qu'il existe bien un lien entre l'immigration d'une part, le chômage et l'insécurité de l'autre. La variante objectiviste de cette analyse s'appuie sur une explication géographique, selon laquelle le territoire déterminerait l'orientation politique. Ce qui autorise à tracer une frontière entre une France malade, la France de Le Pen, et la France tout court, entretenant la vision prévalente du FN comme une secte isolée du reste du monde. 18. La politisation négative, un vote de protestation. Cette seconde thèse identifie le score du FN non plus à un vote pour, mais à un vote contre répondant à une logique d'expression et de message, plutôt qu'à une logique de qualification. 19. Les électeurs auraient voulu exprimer, via leur vote pour un candidat anti-système, leur mécontentement face à l'attitude aussi bien de la gauche que de la droite. Les urnes auraient constitué une manière d'exprimer colère et frustration face à une offre politique uniforme et inintéressante, éloignée des préoccupations des électeurs et préférant le statu quo au débat. Cette hypothèse présente le même inconvénient que la précédente, à savoir qu'elle présume du sens subjectif des votes tout en l'homogénéisant. Elle fait de l'électorat une instance rationnelle dotée d'une intentionnalité unie. Or l'électorat ne peut se concevoir que comme composé d'électeurs individuels, animés de motivations diverses et en partie inconscientes, ce qu'occulte en partie l'utilisation abusive des sondages. Enfin,
Il est notable que la thèse de la protestation attribue en définitive la faute de la catastrophe à l'incapacité des hommes politiques. Un intermédiaire douteux, la mise en cause des médias. On ne s'étonnera pas que les médias aient eu droit à leur part de reproches dans cette quête de responsabilité. Les critiques se focalisent essentiellement sur 3 éléments. La couverture médiatique de faits de violence, un véritable matraquage sur l'insécurité durant la campagne, l'utilisation massive et aveugle de sondages qui se sont avérés faux, le manque d'informations concernant la menace Le Pen. Ces responsabilités présumées se lisent dans les médias eux-mêmes, sous forme soit de citations de politiques, citoyens ou experts de tout poil, soit d'autocritique, immédiatement assortie d'autojustification. Outre qu'ils se renvoient mutuellement l'accusation, les médias n'éprouvent guère de peine à se laver des soupçons suscités par de tels reproches. Blâmés d'avoir fait peur aux Français en couvrant à outrance le thème de l'insécurité, les journalistes renvoient aux faits, dont ils ne proposeraient qu'un miroir fidèle, objectif et impartial. Ce ne serait pas dans leurs colonnes que la violence aurait augmenté, mais dans la réalité, en témoigne la précédente publication des chiffres de la délinquance par le ministère de l'Intérieur. Ignorer les événements et faits divers sanglants qui se sont succédés depuis le 11 septembre relèverait de l'autocensure. Ce seraient donc les faits qui auraient plaidé en faveur d'un Le Pen, surfant sur la vague de l'insécurité, et non les médias. Ils auraient trop dit que Chirac et Jospin c'est la même chose, et ainsi favoriser l'abstention et la protestation? Ils auraient pipolisé la campagne? Ainsi formulée, l'accusation se retourne aisément contre les instituts de sondage, qui n'auraient pas su prédire la possibilité de la qualification du président frontiste, et contre les politiques. Est-ce de la faute des médias si la campagne était à ce point inintéressante que les journalistes en ont été réduits à suivre les épouses des candidats? On ne pourrait guère les accuser de fascisme en tout cas. Ce ne sont pas eux qui ont voté FN après tout. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil sur les concours de réquisitoires anti-Le Pen qui ont constitué l'actualité de l'entre-deux tours. Limite de ces explications. Ces explications possèdent très certainement chacune une part de vérité. Leur principal défaut réside plutôt dans leur tendance commune à s'exclure mutuellement en prétendant à l'exhaustivité vaine. Nombre de contradictions disparaissent dès lors que l'on tente de restituer à chaque élément sa place dans une grille explicative plus vaste, articulant chacun de ces multiples paramètres et relativisant du même coup son importance. L'insuffisance de ces explications découle également du fait qu'elles s'apparentent le plus souvent à une imputation de responsabilité favorisant des accusations caricaturales et créant une sorte de jeu arrogant dans lequel les 3 instances, politiques, médiatiques, citoyennes, se renvoient la balle, ce qui explique en partie que les différentes causes soient rarement intégrées en une explication globalisante. Dans le cas contraire prévaut une vision mécaniste qui, alliée au confort de l'illusion rétrospective, tend à déresponsabiliser les acteurs en présentant des causes indépendantes de leur action, ce qui paradoxalement fait apparaître le phénomène comme irrationnel et incompréhensible. Il semble en fait plus urgent dans chacun des camps et au vu des intérêts qui sont en jeu, de se laver de tout soupçon de complicité avec le fascisme, que de proposer des analyses de fond en risquant de se compromettre. Même les autocritiques, émanant de journalistes ou autres, semblent moins motivés par un souci de réflexivité que par une logique de confession-aveu, destinée d'une part à prévenir les critiques émanant d'autres instances, fonctionnant d'autre part comme un processus de purification. Faute avouée est à moitié pardonnée, dit-on. D'une manière générale, le plus grand obstacle à l'élaboration d'une explication satisfaisante réside sans doute dans la nécessité de s'engager ostensiblement contre Jean-Marie Le Pen, ses idées et son parti, sous peine de se voir accusé de complaisance ou pire, de sympathie envers le fascisme. Cette nécessité affecte même les scientifiques. La recherche doit être subordonnée à l'engagement moral 21, tant le sujet est grave, tant il s'agit plus de combattre que de comprendre, auquel cas on risquerait peut-être de justifier. Repenser la responsabilité médiatique. À parcourir ces différentes explications, on pourrait croire que chacune des 3 instances, politiques, médiatiques et citoyennes, est autonome et libre de ses actions et discours. Or, ce serait négliger non seulement les contraintes propres à chacun de ces champs, qui s'imposent à leurs acteurs,
mais également l'existence d'une série de contraintes découlant de la position de ces instances dans le dispositif électoral à l'intérieur duquel elles sont en interaction. Cette remarque invite à reconsidérer les responsabilités respectives, en tenant compte de l'interdépendance de ces trois pôles constitutifs du processus démocratique et de leur rapport d'influence réciproque. La centralité des médias dame le processus électoral. À considérer, au plus simple, qu'un scrutin présidentiel résulte de la rencontre entre une offre politique et une demande citoyenne, force est de constater que l'instance médiatique s'impose comme intermédiaire indispensable du dialogue entre les deux 22, constituant la clé de voûte du fonctionnement du système représentatif. D'un côté, les candidats ne peuvent atteindre l'électorat que via les médias d'information, qui ont petit à petit remplacé les organes partisans et les moyens de communication directs. Le discours politique est donc toujours médiatisé. Symétriquement, les citoyens ne peuvent atteindre l'instance politique qu'indirectement en tant que l'opinion publique, double symbolique du corps électoral 23 constitué dans les médias via notamment les sondages. Or l'intermédiaire n'est pas neutre, loin s'en faut. Doté de contraintes et d'enjeux propres, répondant à des logiques dont lui-même n'est pas maître, il agit comme un prisme déformant. Négliger cette centralité de l'instance médiatique dans le processus électoral conduit à occulter ses effets, et par conséquent, mène à des apories et des contresens qui faussent les explications, confondant réalité sociale et construit symbolique, espace public et événements médiatiques. Par exemple, analyser les discours de Jean-Marie Le Pen pour expliquer son succès revient à supposer que les électeurs accèdent directement à ces discours 24, alors que dans l'immense majorité des cas ils en prennent connaissance via les grands médias d'information. On risque dès lors d'attribuer à ces discours un pouvoir de persuasion excessif, voire sans fondement. Sans développer ici dans leur complexité les rapports entre médias et politique d'une part, médias et citoyenneté de l'autre, nous pouvons pointer quelques implications importantes de la médiatisation. Un vecteur de représentation. Les candidats à la présidentielle, durant la campagne, vont produire des discours et actions selon des stratégies destinées à remporter l'élection. Ces stratégies sont élaborées, notamment, en fonction de la perception qu'ils ont de la réalité sociale, et de la représentation qu'ils ont de l'électorat et de la façon dont celui-ci va percevoir ses actions et discours. Or, les hommes politiques ne connaissent de l'opinion publique, pour l'essentiel, que ce qu'en disent les médias et les sondages. De la même façon, c'est toujours au travers des médias qu'ils peuvent se faire une idée de la manière dont leurs actions et discours antérieurs ont été perçus par l'opinion. De leur côté, les citoyens éliront un candidat notamment en fonction de l'idée qu'ils se font de lui, de son adéquation avec la perception qu'ils ont d'eux-mêmes en tant que collectivité, l'opinion publique et avec leur vision du monde. Le schéma est sans doute très simplifié, mais suffit à faire apparaître que la détermination des actions et des prises de position, d'un côté comme de l'autre, dépend largement de connaissances et de croyances construites dans des processus de représentation, le terme représentation étant entendu comme perception-construction symbolique du réel par l'homme 25. Or les médias sont précisément le lieu où la société se donne une image d'elle-même. Ils sont à la fois témoins privilégiés, vecteurs et co-constructeurs de ces représentations qui organisent le réel en général, et les relations entre politique et citoyenneté en particulier via la production de normes composant des systèmes de valeurs. Les médias se présentent donc comme le lieu prédominant, et pour certains, exclusif, de croisement et de visibilité des discours et actions émanant des autres instances. Ils opèrent sur ceci une nécessaire sélection, puis une transformation prise dans une transaction 26, hiérarchisation, mise en scène, commentaire, soumise à des critères et à des logiques dépendant d'enjeux qui leur sont propres 27, ne coïncidant pas nécessairement avec les intérêts des politiques ni des citoyens. Ils proposent en définitive une vision ordonnancée du monde social, porteuse de représentations qui le rendent intelligible mais s'imposant comme naturel. C'est ce qui fait dire que l'information est un miroir déformant, c'est pourtant le seul dont disposent les acteurs du dispositif électoral, qui vont à leur tour réinterpréter l'information en fonction de leurs croyances et connaissances antérieures. C'est dire si on ne peut négliger le rôle de l'instance médiatique dans l'analyse des déterminations d'un scrutin. D'autant que la conscience qu'ont les acteurs de cette importance des médias comme principal instrument de visibilité et de légitimation affecte leur comportement en profondeur. En particulier,
Les hommes politiques ajustent leur stratégie en fonction de cette donnée. Les médias sont devenus l'enjeu d'une lutte pour le pouvoir 28. Outre les tentatives de pression et de manipulation directe qui en découlent, le comportement politique, soumis aux impératifs journalistiques, s'est profondément modifié au point qu'il est parfois tout entier tendu vers l'objectif médiatique. Les discours, actes, gestes sont souvent taillés sur mesure pour les journalistes dans le seul but d'avoir un impact médiatique, et ce d'autant plus que parmi les politiques, la croyance dans le pouvoir des médias est très forte. Plus généralement, le discours s'est simplifié jusqu'à sacrifier au règne des petites phrases. Les conseillers en communication ont pris une place de plus en plus importante. L'attention s'est déplacée du discours vers l'image. L'agenda politique s'est aligné sur le médiatique. Les attitudes se sont soumises à la sanction des sondages d'opinion dont on guette le plus petit frémissement, entraînant des chaînes d'action-réaction plus ou moins démagogiques. Les médias ont ainsi largement participé, d'une part à la personnalisation et à la spectacularisation du politique, conformément à leur finalité de captation du public imposée par la concurrence avec les autres médias, et d'autre part à sa délégitimation depuis la montée en puissance du journalisme d'investigation, répondant à un enjeu de crédibilité. 2. Une approche SOCIODIS-CURSIVE. L'analyseur Le Pen. La connaissance que l'on a, ou que l'on pense avoir, de l'offre politique et de l'état de l'opinion publique aussi bien que des problématiques saillantes du monde social durant la campagne présidentielle de 2002, dépend donc au premier chef de représentations médiatiquement construites, ou plutôt sans cesse, constituées dans le rapport entre la production de discours médiatiques 29 et la réception-reconstruction de ces discours par leur public. Nous avons vu que ces représentations, mélange de connaissances et de croyances, sont à la base de la détermination des actions des acteurs, politiciens ou électeurs. En regard des précédentes considérations, on peut établir que les médias sont inévitablement impliqués dans le résultat des élections présidentielles, et que l'exploration de la forme et de l'étendue de cette implication paraît indispensable à une intelligence minimale de l'événement de 2002. Cette intelligence du phénomène paraît d'autant plus cruciale que l'accession du président du FN au second tour de la présidentielle ne constitue pas un simple accident de parcours, mais un moment d'exacerbation d'un phénomène beaucoup plus structurel et fondamental 30, qui, au sein de l'institution médiatique française, aurait agi d'une façon comparable à l'analyseur de René Loureau 31. L'élection présidentielle, en tant qu'événement médiatique construit, aurait provoqué une crise à l'intérieur de la machine médiatique, mettant au jour une série de pratiques et de croyances journalistiques habituellement passées sous silence. La multiplicité et la virulence des réquisitoires populaires et intellectuels à l'encontre de l'attitude des médias dans l'entre-deux tours, aussi bien que le nombre de plaidoyers journalistiques en forme d'aveux ou d'autocritique, en sont un indice. Des effets incertains. Il paraît dès lors opportun d'approcher ces discours médiatiques qui ont précédé et accompagné l'élection de 2002, et de chercher à déterminer en quoi ils auraient pu contribuer, directement ou non, au succès électoral de Jean-Marie Le Pen. À ce point semble affleurer un paradoxe. Comment les médias auraient-ils pu favoriser le FN alors que leur discours était celui de la dénonciation, que leur parole s'est faite militante, dérogeant pour une fois à la règle de l'impartialité, que tous leurs efforts ont été tendus vers la mise en garde contre la menace Le Pen? Le paradoxe n'est qu'apparent. Il s'effondre dès que l'on s'extrait du mythe de la communication efficace et unilatérale sur lequel il repose. Rappelons avec Patrick Charodeau le gouffre qui sépare les effets visés de ceux effectivement produits par la communication 32. Le récepteur étant partie prenante dans la production du sens, il s'ensuit que l'effet de la communication est indécidable. La contradiction peut aussi bien relever de la différence de type logique qui existe entre les deux niveaux de la communication, celui du contenu, et celui de la relation, mise en évidence par Paul Václavic 33. Reprenant la distinction que faisait Gregory Bateson entre l'aspect rapport et l'aspect injonction de la communication, le chercheur soulignait que la relation unissant les partenaires d'une communication cadre le contenu du message échangé, dictant finalement la façon dont ce message doit être compris. Tout message comporte à la fois une dimension informative, le contenu,
et une dimension de commentaire sur la relation avec l'interlocuteur. Prenons un exemple, tiré du Monde du 19 avril 34, personne n'envisage sérieusement que MM. Chirac et Jospin ne se retrouvent pas face à face au second tour. Au-delà de l'information constative qui est apportée, l'énoncé peut aussi bien être perçu comme une disqualification du lecteur qui aurait envisagé une autre possibilité. Cette remarque invite à être attentif aux relations qui sont établies ou s'établissent entre l'énonciateur et le lecteur d'une part, entre l'énonciateur et ses sources d'autre part, via notamment le traitement de ces sources et de leurs citations. Précisons encore que les effets de sens d'un énoncé ou d'un discours ne sont pas nécessairement subordonnés à l'intention, ni même à la conscience de leur auteur. Nul n'est totalement maître de la signification de son discours, ne fût-ce que parce que le destinataire est partie prenante dans la construction de ses significations. C'est en ce sens qu'Éliseo Véron place la production du sens d'un énoncé sous la détermination de l'interaction entre ses conditions de production et ses conditions de reconnaissance, réception, notant qu'elles ne coïncident jamais exactement. L'écart entre les deux constituant ce qu'il nomme les conditions de circulation, impliquant notamment un décalage de temps et de lieu entre la production et la réception d'un énoncé. 35. Un énoncé renvoie par ailleurs toujours à une multiplicité d'autres énoncés qui contribuent à déterminer son sens. Il doit donc être rapporté à son interdiscursivité. Enfin, c'est dans l'implicite que se développe la chaîne infinie des connotations où se réfugie l'essentiel de la signification, s'inscrivant à la réception dans des imaginaires sociaux, des visions du monde qu'elles renforcent, déconstruisent ou reconstruisent. Tant du point de vue synchronique que diachronique, la production sociale de sens consiste en un réseau signifiant qui est infini, note Véron 36. Au terme de ces réflexions, notre hypothèse de la contribution des médias au succès électoral de J. M. Le Pen prend tout son sens. Cependant, elle suppose de reconnaître un certain pouvoir au discours médiatique, ou à tout le moins une influence. Bien que cette question soit particulièrement délicate et discutée, nous nous contenterons de quelques points de repère indispensables au cadrage de notre analyse. Il ne faudrait pas surestimer l'influence directe, les effets de persuasion, des médias sur le comportement électoral. Leurs injonctions non seulement ne sont pas nécessairement suivies par leur public, mais peuvent même avoir des effets contre-productifs. 37, et ce d'autant plus que leur crédibilité est remise en cause. Les effets indirects du discours médiatique, jouant davantage au niveau de la cognition, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.